Oui, bonjour. Alors, je vais vous parler de l'aube de l'Internet ambiant. L'Internet, c'est quelque chose qui a un peu plus de 40 ans, 1972. Alors, il n'y a pas de début à l'Internet, mais il y en a au moins un. La première fois que le mot Internet, ou en fait Internet Working, a été écrit dans une publication scientifique, 44 ans. C'est la même année que le premier email a été envoyé. En fait, je vais parler de l'Internet dans une vision un peu élargie, puisque je vais parler à la fois de l'Internet en termes de réseau, mais aussi de l'ensemble des machines qui se raccordent à l'Internet, et enfin de l'ensemble des logiciels, des services, des datas qui utilisent l'Internet, c'est-à-dire le système d'information de la planète en réalité. Alors, la première question qu'on peut se poser, c'est Internet, où réside-t-il? Quel est-il? Et ce que je vais essayer de faire, c'est vous donner une vision à peu près globale de ce qu'on a aujourd'hui, et je vais essayer de me projeter sur le futur, à la fois à l'échelle de la planète, et plus intéressant, parce qu'on est des êtres humains, qu'est-ce que ça veut dire pour chacun d'entre nous? Alors, en 2010, il y a un ingénieur qui s'est dit, tiens, je vais faire une cartographie de l'Internet. En fait, il appelait ça un recensement de l'Internet. Il essayait de savoir combien il y avait, il y a donc 4-5 ans, d'ordinateurs qui effectivement disposaient d'une adresse IP, ou de machines, plus exactement, disposant d'une adresse IP. Alors bon, c'est facile, hein, vous faites un coup de telnet, vous pinguez au hasard dans l'ordre toutes les adresses IP. Il faut savoir qu'à l'époque, IPv4, 4 millions d'adresses disponibles en théorie. Combien était d'ordinateurs derrière? Il fallait 10 secondes pour pinguer une machine, savoir si elle répondait. Enfin, pinguer une adresse, savoir s'il répondait. 10 secondes, ça met longtemps pour avoir une réponse, multipliée par quelques milliards de machines, impossible. Donc il a eu l'idée de faire un petit bot. C'est très à la mode les bots maintenant, un petit bot qui en fait, dès qu'il détectait une machine qui par ailleurs avait un mot de passe de type admin, installait une copie de lui-même, et donc lui-même se recopiant dans d'autres machines, et un peu comme on arrive comme ça à coloniser la galaxie rapidement, il a réussi à coloniser des machines mal sécurisées avec un bot dont le seul but tout à fait louable était de pinguer d'autres machines pour voir, ou plutôt pinguer d'autres adresses pour voir si elles existaient. Résultat des courses, il a fait une photographie qu'il a publiée avec des tas de data tout à fait intéressantes. Et il a mesuré, il y a 4 ans, qu'il y avait 1,2 milliard d'adresses IP qui répondaient, dans lesquelles il y avait une machine derrière. Alors c'est probablement la dernière fois qu'on a fait un recensement un peu exhaustif de l'Internet. Aujourd'hui, je pense qu'on en serait relativement incapable. Et le monde a changé. Donc, ce qui est intéressant dans cette vidéo, c'est que vous voyez le jour et la nuit qui passent. Vous voyez que les machines se réveillent et se rendorment. Enfin, l'activité humaine, diurne, circadienne, comme on dit, est tout à fait visible dans cette photo de l'Internet d'il y a 4 ans. Alors aujourd'hui, une photo un peu plus précise, on a de l'ordre de 5 millions de machines actives sur cet Internet. Donc là, ce sont les terminaisons, les points verts, ce sont les terminaisons, ramifications de l'Internet dans notre planète. Et puis, on a aussi évidemment des artères dorsales, un réseau, un système nerveux planétaire qui, là, je n'ai représenté que la partie qui est dans les océans. Évidemment, il y en a dans les continents, évidemment, il y en a dans les villes, et ça arrive chez chacun d'entre vous. Donc, si on compte les kilomètres de câbles sous-marins, et seulement ceux-là, on est sur 1 million de kilomètres de câbles sous-marins. Et puis, je me suis posé la question, parce qu'on a vu des gens tentant d'imaginer ou de calculer le poids de l'Internet. Je me suis dit, tiens, si je prends toutes les fibres optiques qui sont dans ces câbles, alors les câbles ils sont gros, mais dedans il y a quelques fibres optiques très très fines, quelques centaines de microns. C'est de la silice, c'est du verre. Si je fondais tous les câbles sous-marins, tout le verre qui est dedans, qui transporte nos terabits de données, et que je crée une sphère de verre qui représenterait le volume de l'Internet, en tout cas de la partie de transport sous-marin, devinez le volume de cette sphère, de l'ordre de 6 mètres de diamètre. Elle tiendrait sur cette scène. Toutes ces artères tiennent sur cette scène. Alors, toujours pour avancer dans cette histoire, on n'a pas que les réseaux fixes. On a d'autres terminaisons, qui sont les réseaux mobiles, nos smartphones. Alors là, vous avez une carte de la couverture du monde en 2G, 3G, 4G et en Wi-Fi. Et cette carte montre que les 5 milliards de terminaux mobiles, pas tous des smartphones, donc pas tous capables vraiment d'aller sur Internet, mais bientôt, eh bien, sont d'autres points de terminaison pour cet Internet planétaire. Derrière ça, il y a environ 12 millions de stations de base mobiles qui sont là, qui vous envoient des signaux radio, qui vous permettent de vous raccorder à l'Internet. Donc voilà où il réside, cet Internet. Il réside sur la planète. Il a ramifié à la fois ses artères fémorales, dorsales, et puis des ramifications jusque dans vos maisons ou dans vos mains, à travers vos smartphones.
Et la question d'après, maintenant qu'on en a saisi l'ampleur à l'échelle planétaire, c'est qu'est-ce qui le motorise? Quels sont parce que je veux parler du futur, donc je me pose la question de quels sont ces ingrédients fondamentaux et sur lesquels le progrès de ces ingrédients fondamentaux va engendrer des transformations de cet Internet ambiant. Alors, ces trois moteurs, on a fait un changement de machine, ces trois moteurs sont, j'en ai déjà parlé un petit peu, les réseaux, la manière de transmettre l'information d'un point à un autre de la planète, évidemment les calculateurs, les processeurs, les ordinateurs, et évidemment le software et les data qui résident sur ces machines. Ce sont les trois forces qu'il convient d'évaluer dans le temps pour imaginer, préfigurer l'Internet de demain. Alors, si on rentre un petit peu dans la première d'entre elles, celle du milieu, les processeurs, alors il a été rappelé que j'ai commencé par faire de l'électronique, donc on revient toujours à ces premières amours. Là, c'est une petite mosaïque d'images de circuits intégrés, 1972, début de l'Internet, mais c'est aussi l'année où une publicité apparaissait dans un journal, Electronic News, publicité pour ce petit processeur, l'Intel 4004, et c'était le premier microprocesseur jamais imaginé, fabriqué et commercialisé. En fait, c'était pour alimenter une caisse enregistreuse de l'entreprise NEC. Et puis finalement, ils ont dit on va le mettre en vente, ça peut peut-être faire autre chose que de faire des caisses enregistreuses. C'était le premier microprocesseur modeste de 1300 transistors, 750 kHz de vitesse d'horloge. Alors, génération après génération, on en arrive à ce dernier monstre-là, le dernier produit d'Intel, qui lui contient 7 milliards 200 000 transistors, fonctionne à 2 GHz, et donc on est dans une progression bien connue, hein, vous avez évidemment entendu parler de la loi de Moore. Juste pour donner un ordre de grandeur, parce qu'on les utilise, mais on arrive mal à se représenter ces 7 milliards de transistors, un transistor par être humain dans une puce. Si une voiture qui roulait à 100 km/h à 72 avait accéléré autant que la vitesse d'horloge de ses processeurs, elle serait aujourd'hui capable de faire environ 150 fois la vitesse de la lumière. Ça, c'est le facteur d'accélération sur la vitesse d'horloge. Alors évidemment, en multipliant la vitesse d'horloge par le nombre de transistors qu'on a dans une puce, ça vous donne une autre échelle de grandeur. C'est un neurone de rat posé sur du silicium. Ça fait à près 5 à 10... Le corps d'un neurone fait 5 à 10 microns. Derrière ces 5 à 10 microns, dans les technologies d'aujourd'hui, on peut mettre 100 000 transistors, juste dans le volume, dans la surface occupée par ce corps de neurone. L'image est un peu trompeuse de ce point de vue-là, parce que les gravures ne sont pas très très fines. Alors, rassurez-vous, je ne vais pas vous montrer beaucoup de courbes aujourd'hui, mais quand même quelques-unes. Cette fameuse loi de Moore, qui est retracée avec des données réelles depuis les années 70, le premier processeur, qui est ici, et puis le dernier que je vous ai montré, doublement de la puissance de calcul tous les 18 mois. Elle peut peut-être changer, cette loi de Moore, un peu s'altérer dans les années à venir, mais pour l'instant, on a tenu le rythme. L'unité verticale, c'est des millions d'instructions par seconde, 1 million, 10 millions, 100 millions. Le premier, il était même en dessous du million, puisqu'il était à 750 kHz. Donc aujourd'hui, on tangente les 10-20 giga instructions par seconde sur ces processeurs, sur ces bêtes de course. Et l'idée qu'on a derrière, c'est qu'on se dit, tiens, jusqu'où on veut aller, comment correspondre avec la vitesse du cerveau. Personne n'est vraiment d'accord sur le débit ou la capacité de calcul moyenne d'un cerveau humain. Alors les estimations varient, 10, 100 téra instructions par seconde. Ce qui veut dire qu'on est à 100 ou 1000 fois plus puissant en termes de puissance de calcul qu'une puce. Alors cette courbe, elle est bien connue. Par contre, ce qui est intéressant, si on prend la vision planétaire de l'utilisation de ces puces pour motoriser notre Internet, c'est que, évidemment, des puces, on en fabrique de plus en plus. Elles sont de plus en plus puissantes, mais on en fabrique de plus en plus chaque année. Donc là, vous avez la courbe de la production des composants clés, pas tous les composants clés, en commençant par les microprocesseurs. Donc l'échelle est en milliards, elle est logarithmique. Ça veut dire qu'aujourd'hui, l'année dernière, l'industrie mondiale des semi-conducteurs a produit de l'ordre de 1,2 milliard de processeurs haut de gamme. Processeurs haut de gamme, ils vont où?
Ils vont d'abord dans les grands data centers, hein, les clouds des uns et des autres, beaucoup de processeurs haut de gamme, mais évidemment dans les PC et dans les smartphones, nous avons ces bêtes de course. Un smartphone d'aujourd'hui, c'est 30 à 40 fois le Cray XMP qui valait 14 millions de dollars dans les années 80 dans votre poche. Donc ça, c'est cette courbe croissante, c'est une exponentielle aussi. La puissance d'un processeur augmente exponentiellement. Le nombre de processeurs qu'on fabrique sur Terre, chaque année, augmente, là aussi exponentiellement. Mais ça, ce n'est pas les objets les plus intéressants. C'est ceux qui constituent l'Internet d'aujourd'hui, c'est ces grands calculateurs qui sont reliés à nos poches et dans les serveurs d'Amazon, de Google et d'Orange. Non, ce qui m'intéresse, c'est la courbe verte, ce sont les microcontrôleurs. Alors les microcontrôleurs, c'est pas très malin, c'est un microprocesseur tout petit. Il y en a un là-dedans, il y en a une dizaine, une vingtaine, une quarantaine, une cinquantaine dans vos voitures, il y en a dans les cartes SIM de vos téléphones, il y en a partout. Ils sont partout, ces microcontrôleurs, c'est des tout petits microprocesseurs. Et là, on considère que l'année dernière, il y en a eu 25 millions milliards de fabriqués, donc 20 ou 30 fois plus que des gros microprocesseurs super puissants, super bêtes de course. Donc on les retrouve en particulier dans les drones, l'illustration, mais évidemment, ils sont partout. Donc voilà les deux acteurs clés, les grands calculateurs, super smart microprocesseurs, et puis les petits calculateurs qui vont un peu partout dans nos objets connectés. Alors, si je recombine, et c'est ma dernière courbe, rassurez-vous, si je recombine ces grandes quantités et que j'essaie de calculer vraiment à l'échelle planétaire comment a évolué les trois composants de ce système d'information globale, de cet Internet planétaire. Et si on prend les réseaux qui sont, que j'ai représentés avec ces câbles sous-marins, on a une croissance de cette capacité de transporter l'information d'un bout à l'autre de la planète. Cette croissance qui nous amène à des chiffres hallucinants. Hein. On parle, alors l'unité de communication en octets par année. Hein. Je suis sur une année. Et donc on est dans le zeta-octet par année transporté d'un bout à l'autre de la planète, un peu moins. La puissance de calcul, ça c'est la loi de Moore par processeur, multipliée par le nombre de processeurs, microprocesseurs, microcontrôleurs. Elle aussi, elle augmente exponentiellement. Hein. On est toujours dans une échelle exponentielle. Et on est dans l'ordre de grandeur du zeta instruction par seconde à l'échelle planétaire. Et ça continue évidemment de grandir. Et puis il y a le stockage de nos logiciels, de nos datas. Et là encore, des quantités colossales d'informations, toujours dans cette courbe exponentielle. Donc voilà les trois cylindres du moteur de ce système d'information planétaire, calcul, communication et software, comment je stocke mes données et mon software. Alors maintenant, je me ramène à ces trois sujets, parce que c'est des chiffres, les états, quelque chose, 10 puissance 21 pour ceux qui ne le savent pas, c'est vraiment une unité qu'on utilise rarement, 10 puissance 21. Et bien oui, on va commencer à l'utiliser. Alors, je les ai ramenés quand même à ce qui est disponible par être humain, hein, en supposant que chacun des 7 milliards d'êtres humains pouvait avoir sa part égale de toutes ces magnifiques ressources, ce qui est loin de l'être le cas. Il y en a qui en ont beaucoup, il y en a d'autres qui en ont moins, mais en supposant qu'elle était également répartie, on tombe sur des choses qu'on peut se représenter. Ça veut dire que chaque être humain sur Terre aujourd'hui, il dispose de 800 gigaoctets de stockage, en moyenne. Il est capable de transporter à l'autre bout de la planète de l'ordre de 10 gigaoctets par mois. Hein, si vous avez un forfait, vous voyez à peu près ce que c'est que 10 gigaoctets par mois. Bon, voilà, mais ça, c'est à l'autre bout de la planète pour tous les êtres humains. Et puis, il dispose d'environ 100 gigas instructions par seconde. Ça fait 3 ou 4 smartphones, ça. Donc, tout se passe comme si, à l'échelle de la planète, en agrégeant toutes les puissances de calcul, à la fois dans les grands calculateurs et dans les petits microprocesseurs qui sont dans les télécommandes, chacun d'entre nous dispose d'environ 3-4 smartphones de puissance de calcul dans ce système d'information planétaire. Alors partant de là, on va se poser la question et on va s'arrêter un moment sur ce qui va changer demain. Parce que là, je vous ai donné des chiffres, vous avez déjà lu, je pense, vous voyez à peu près, ça fait beaucoup, d'accord. Alors, je me suis posé la question de ces processeurs nouveaux. Alors, l'an dernier, on en a fabriqué plus de 20 milliards. L'année prochaine, ça va doubler, probablement plus de 40 milliards, etc. Seront-ils différents demain? Et en quoi la différence de ces processeurs va engendrer une différence à l'échelle planétaire?
Alors, je vous l'ai dit, là-haut, vous avez un data center, c'est le fameux IBM Watson, très intelligent, donc dans lequel il y a des grands microprocesseurs. Vous avez vos smartphones, mais ce qui va attirer mon attention est ici. Ça, c'est un micro-ordinateur complet qui tient sur le rebord d'une pièce. Dedans, vous avez un petit calculateur. Vous avez de quoi lui donner de l'énergie, c'est-à-dire que vous avez une cellule solaire avec une petite batterie, parce qu'évidemment, de temps en temps, la pièce, on la met dans la poche, donc il n'y a plus de soleil. Donc il faut stocker un peu l'énergie quand il y en a. Et il y a suffisamment de capacité à aller attraper son énergie ambiante, on appelle ça du energy harvesting en anglais, pour alimenter ce processeur. Il est capable de communiquer par radio à 2 mètres aujourd'hui de distance, demain en labo 7 mètres, demain 20 mètres. Et donc vous avez un petit élément intelligent, capable de récupérer son énergie, modestement intelligent, capable de calculer, capable de récupérer son énergie, capable de la stocker et capable de communiquer à courte distance vers un équipement un petit peu plus important qui disposerait d'une source d'énergie un peu plus importante. Ça, les chercheurs, il y a quelques années, qui ont eu cette vision, appelaient ça le smart dust, la poussière intelligente. On voit que ça fonctionne, c'est testé. Et ce qui est vraiment nouveau, c'est d'imaginer comment ces tout petits microprocesseurs répartis dans notre vie quotidienne, répartis à travers la planète, va changer la manière dont l'Internet interagit avec nous-mêmes et la planète. En fait, si je reviens à mes courbes de tout à l'heure, les gros microprocesseurs, ils sont tous raccordés à l'Internet. Ils ont tous une adresse IP quasiment, et donc on a un Internet constitué. Par contre, les petits microprocesseurs qui sont dans les télécommandes et dans le rétroprojecteur, etc., font leur petit travail dans leur coin, ils s'occupent de rien, ils sont isolés. À partir du moment où on les dote de capacités de communication et on les rend raccordables à cet Internet, on change fondamentalement la nature de l'Internet. Un Internet concentré dans des grosses machines va pouvoir se ramifier. Vous avez vu l'échelle de la planète, toutes ces artères, on a vu les points de terminaison qui étaient des gros calculateurs. On pourra aller plus loin dans la ramification de cet Internet, et les 3 attributs fondamentaux de ce système d'information planétaire, communiquer, calculer et avoir du software, des actions et des fonctions, eh bien, vont se retrouver incorporés dans notre monde physique et même dans la matière. Bon, là, c'est l'exemple d'un macadam qui pourrait contenir des capteurs de pression, de vibration, etc. Et ça existe déjà. Et ça existe dans les ponts, on en met dans le béton. Et donc, on a un béton capable de sentir ce qui se passe, savoir si le pont commence à vibrer un peu trop, peut-être s'écrouler. Cette matière inerte, fonctionnalisée, tous les objets manufacturés au-delà d'un certain prix pourront avoir ces petites fonctions de calcul, de communication et de fonctions elles-mêmes, et être rattachés à cet Internet global. Ça, c'est un changement aussi important que la création de l'Internet tout court. C'est passer d'un Internet relativement centré sur, disons, de l'information symbolique, des grandes bases de données, etc., à un Internet incorporé dans notre monde. C'est quelque chose d'assez nouveau. Et on est à l'aube de cette période, puisque avec la vague des objets connectés, en commençant par les plus massifs d'entre eux, les montres, les drones, etc., et en allant demain vers ces petites poussières intelligentes, on transforme la texture de l'Internet. Alors, pour se projeter sur notre vie à nous, et comment ça peut changer notre vie à nous, et comment cet Internet qui se ramifie dans la matière et dans l'espace autour de nous, cet Internet véritablement ambiant. Je vais raconter l'histoire de l'extincteur. Alors, souvent je prends cette histoire parce que normalement, dans les salles de conférence, il y a toujours un extincteur, mais là, j'en vois pas, alors j'en ai photographié un. Cet extincteur, aujourd'hui, c'est un objet de tous les jours, que vous savez utiliser, en tout cas on vous a, j'espère, entraîné pour le faire, et vous savez qu'avant d'éteindre le feu, il faut quand même appeler les pompiers, c'est la première chose à faire, d'abord prévenir les pompiers, puis je me saisis de l'extincteur, puis j'éteins le feu. En fait, il n'a pas de capacité ni de capteur, ni d'intelligence aujourd'hui. Vous lui mettez cette petite puce
autonome en énergie, pas besoin de mettre des piles pour recharger l'extincteur, contrairement à ce gadget. Il est capable de détecter la pression à l'intérieur de la bouteille, et donc de savoir que vous l'avez pris et que vous commencez à vous en servir. Et cet extincteur, au moment où vous en servez, va pouvoir envoyer une alerte vers un centre de secours, les pompiers, qui eux-mêmes vont vous localiser l'extincteur, se dire éventuellement, tiens, il y a une caméra dans la pièce, prendre cette caméra comme point de vue, et si vous avez un smartphone dans la poche, éventuellement, vous poussez une assistance parce que vous ne vous rappelez plus vraiment bien, malgré votre formation, ce qu'il faut faire avec cet extincteur. Il faut le tenir comme ça, il faut le retourner, je ne sais plus, extincteur en poudre, extincteur... Vous savez bien que c'est compliqué en situation de stress. Et là, vous avez la voix qui vous guide, un pompier physique ou un bot, qui vous explique comment faire. Par le simple geste naturel de saisir un objet tangible et d'essayer de s'en servir, vous avez créé une chaîne de service. Appelez les pompiers, voir une situation visuelle de la scène, qui vous a complètement transformé votre expérience de l'extincteur. Donc vous voyez, pour moi, je ne vous parle pas de la montre connectée qui n'est qu'un smartphone un peu réduit qu'on met sur un poignet. Je vous parle de la fonctionnalisation de tous ces objets qui nous entourent, de toute cette matière qui nous entoure, et qui, avec ses processeurs et cette connectivité et ses capteurs, pourra réellement transformer notre appréhension du monde. Et ça nous transforme la nature de nos relations avec cet espace digital. Aujourd'hui, vous avez un espace digital que j'ai représenté en bleu. Alors l'Internet est bleu, je peux le prouver, je ne vais pas vous dire pourquoi. Mais voilà cet espace digital dans lequel j'ai mes données, j'ai des services super dans tous les sens. Et j'accède quasiment exclusivement à ce monde numérique à travers Internet, bien sûr, mais via une interface explicite, une médiation, un smartphone qui est un objet sur lequel, une dalle de verre sur lequel je glisse mon doigt. Et 80% de mes interactions avec Internet, c'est soit ça, soit un PC. C'est donc le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. Demain, ce monde, à travers en particulier des dispositifs de réalité augmentée, on va avoir déjà des interactions entre le monde physique dans lequel nous vivons et ce monde des services, et ce monde des data, ce cyberespace, ce monde numérique. On va déjà être capable, à travers des objets un peu plus sophistiqués, permettant d'interroger directement votre environnement et de l'enrichir d'informations. Donc c'est toute la dimension réalité augmentée. Déjà, mon équipement me dit des choses du monde, et le monde, le bâtiment intelligent ici, connecté à l'Internet, donne en particulier qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur, et où est la salle de conférence, enfin, toutes choses qui sont toujours utiles. Et donc à travers cette médiation un peu augmentée, j'arrive plus directement à enrichir d'informations issues de l'Internet le monde que je vois. Alors le monde que je vois, le monde que j'entends, prenez tous les sens peuvent s'enrichir directement. Et donc là, j'ai un enrichissement tout simplement de mes perceptions. Par contre, ce qui est encore plus transformant notre manière d'être et d'interagir avec l'espace des services, c'est évidemment quand tous les objets de la vie quotidienne, et quand je dis bien tous, je parle des extincteurs, des télécommandes et des machines à laver et tout ce que vous pouvez imaginer, et demain les chaises, et après-demain les blocs-notes, enfin les crayons, tout ce que vous voulez, dotés de ces microprocesseurs communicants, dotés de cette poussière intelligente, vont être capables d'interagir à la fois avec l'Internet, donc la voiture connectée, la cafetière connectée, le drone connecté, mais aussi vous-même interagissant avec ces objets. Je me sers un café et automatiquement, renseignement de mon application de suivi médical si jamais j'ai besoin de suivre ma consommation de café et que j'ai besoin de savoir combien j'en prends par jour. Et puis, ça permet aussi de renseigner monsieur ou madame Nespresso pour savoir combien de personnes à cet endroit-là consomment tel type de café et d'améliorer la manière de coller à la demande client localement. Donc, à travers des interactions physiques, simples, explicites, avec des objets de tous les jours, je suis en permanence en train de renseigner des applications, ou dans l'autre sens, des applications nous permettent de modifier le comportement de ces objets en fonction de ce que je fais avec eux. Ça, c'est crucial parce qu'on voit bien que l'espèce de schizophrénie qu'on a aujourd'hui, un Internet lointain auquel j'accède à travers une interface explicite, se transforme en un Internet ambiant auquel
je me coordonne ou avec lequel je me coordonne à travers mes actions quotidiennes dans un monde qui est cette fois-ci réellement physique. Et donc ça transforme la nature de notre relation. Ça pose des tas de questions intéressantes parce que comment je sais qu'un objet est fonctionnalisé? Comment je sais que cette chaise n'est pas une chaise en bois, mais c'est une chaise en bois? Qui sait combien il y a de personnes dans la salle? Qui sait des tas de choses? Pour l'instant, je l'ai connu comme chaise, toujours depuis des millions d'années, ou comme galet, ou comme équipement inerte. Demain, il n'est plus inerte, il a une petite intelligence locale, il est capable de se connecter. Comment j'apprends cela? Vous imaginez que c'est une révolution plus importante dans la manière dont nous vivons que l'arrivée du PC dans une maison. Je suis devant un PC, je sais que je suis devant quelque chose de compliqué qui se raccorde à l'Internet, il faut que j'apprenne à m'en servir, c'est très compliqué, mais je comprends qu'il se passe quelque chose de nouveau. Quand le monde s'enrichit de ces fonctions d'un Internet ambiant, et là on a quelque chose de différent, et un monde inerte que nous connaissons depuis des millions d'années va se rendre capable, ou va être capable d'interagir différemment avec nous. Alors si j'avance, on voit, quand on raccorde un peu tout ça, des représentations comme celle-là, un peu réconciliation entre la robotique, l'intelligence artificielle, l'être humain. Bon. Moi, je préfère cette image-là. Et cette image-là, qui, quelque part, synthétise ce que j'ai essayé de vous faire comprendre dans les minutes qui viennent de s'écouler, c'est peut-être la manière dont demain nous interagirons à travers cet Internet ambiant avec notre planète. Il y a deux facettes à cette histoire. La première chose, c'est que j'ai maintenant des manières simples et implicites d'être en interaction avec cet univers de l'Internet et de ses services. Donc ça transforme. Voilà, j'appuie sur un bouton, il se passe quelque chose, j'ai même pas pensé. Je ne sais pas forcément qu'il se passe quelque chose, mais il se passe quelque chose dans le plan des services. Mais si je prends la vision de la planète elle-même, vous savez, cette planète dans laquelle nous avons déployé des tas d'objets inertes, du macadam, je vous ai montré la photo tout à l'heure, des extincteurs, cette planète, cette fois-ci, dotée de ces capteurs très très nombreux, dotée de ces microprocesseurs un peu partout, eux-mêmes raccordés à l'Internet, cette planète, elle a maintenant une connexion bien plus intime, bien plus symbiotique avec l'Internet, avec son système d'information. Et ça, c'est nouveau, c'est-à-dire qu'on est, pour faire un peu court, un peu dans le moyen de passer d'un Internet aujourd'hui qui est plutôt un gros cerveau, qui connaît plein de choses, mais qui a une connaissance extrêmement limitée de ce qui se passe dans le monde physique. Il ne connaît pas la température qu'il fait dans cette pièce, il ne connaît pas le nombre de kilomètres de bouchons qu'il y a à tel endroit, etc. Demain, avec la multiplication de ces capteurs, de ces actionneurs, cet Internet très cérébral va être doté de sens et va être doté de muscles. Et certains de mes collègues disent, et j'espère qu'il sera doté de cœur aussi. Et donc il y a cette vision planétaire d'un système d'information beaucoup plus intimement hybridé avec le monde physique dans sa richesse, dans ses espaces, avec des points de terminaison de plus en plus ramifiés à des endroits de plus en plus nombreux. Et donc on est comme une sorte de densification de ce système nerveux planétaire et de l'intelligence qui va pouvoir y régner. Et ça, beaucoup de personnes parlent aujourd'hui de l'homme augmenté, c'est intéressant comme sujet, ce n'est pas mon sujet d'aujourd'hui. Moi, je suis plutôt dans la vision de la planète augmentée, notre planète physique, avec ses terres, ses océans, ses mers, enrichie de ce système d'information planétaire qui se densifie et qui s'interconnecte de plus en plus avec le monde physique, et qui du coup devient une sorte de planète augmentée par cette puissance de calcul, cette puissance de communication que j'ai évoquée tout à l'heure, ainsi que par le logiciel que des millions de développeurs produisent, ainsi que par vos actions. Parce que par vos actions, vous renseignez la planète et son système d'information, ou à travers son système d'information. Donc voilà, quelque chose qui n'est pas aussi explicitement cyber que certains veulent bien le dire, qui est plutôt tourné vers une planète augmentée dans un monde dont la dimension physique, même si les chiffres de l'Internet sont époustouflants, reste plusieurs autres ordres de grandeur au-dessus. Et donc, je vais revenir à la planète elle-même
Et je vais revenir aux 3 fondamentaux du numérique et de l'Internet, donc communiquer, calculer, et puis le software qui est là-dedans. Donc là, vous m'avez compris. Et je vais cette fois-ci convoquer quelques grands précurseurs du monde numérique. Alors j'en ai 3 dans ma besace que j'aime beaucoup. Désolé pour les retours, on a changé. Ça, c'est Claude Shannon. Il est né il y a 200 ans, exactement, en avril 1916. Et lui, il a, juste autour de la guerre, théorisé, c'est un chercheur, il a théorisé la communication. Donc il a une belle formule que je ne vais pas vous énoncer, qui explique quelle est la limite d'un canal de communication entre un transmetteur et un récepteur. Sa théorie de l'information, une des plus belles pièces de réflexion conceptuelle qu'un chercheur ait jamais produite sur la question de la communication, toujours d'actualité, en fait, elle s'applique bien sûr aux processeurs et bien sûr à l'Internet planétaire, mais ça s'applique aussi, et c'est notre quotidien, pour les réseaux mobiles de 4e génération, de 5e génération. On est en plein dans la théorie de la communication en permanence, la théorie de l'information. Mais la vie elle-même, elle met en œuvre cette théorie, ou plus exactement, cette théorie explique certains mécanismes de la vie. Par exemple, 2 cellules communiquent, ou 2 micro-organismes communiquent en diffusant des molécules qui, à travers un canal de diffusion, vont être reçues par des récepteurs chimiques. Et donc, vous avez un canal de communication classique entre 2 bactéries ou entre 2 êtres vivants en général. Vous avez aussi le fait que, si je prends une fourmi qui se déplace, vous avez de l'ADN dans cette fourmi, c'est de l'information, l'ADN. En se déplaçant, en ayant un autre endroit, elle déplace de l'information, donc la théorie de la communication s'applique. Et nous-mêmes, quand nous nous regardons, il y a un canal de communication qui s'établit, donc ça c'est un niveau un peu plus haut, et on estime d'ailleurs la bande passante de ce canal de communication, celle de mon nerf optique, à 10 mégabits par seconde. Voilà, c'est à peu près ce que je suis capable d'incorporer dans mon cerveau, c'est une estimation. Donc le point ici, c'est que cette théorie de l'information, cette théorie de la communication, qui s'applique largement à cet Internet que nous avons bâti, eh bien, il s'applique aussi à la vie elle-même. La vie communique depuis toujours, depuis le début de l'évolution biologique. Et ça fait partie d'ailleurs des mécanismes de l'évolution biologique. Cette communication entre êtres est nécessaire pour qu'il se passe de l'information et pour que cette information permette à l'être d'évoluer. Deuxième figure emblématique tutélaire de l'Internet et du monde numérique en général, Alan Turing, bien connu avec le film récent où on a montré ses prouesses pour casser le code Enigma pendant la guerre. Mais ce qu'il a vraiment fait d'important, c'est pas ça. Il a compris théoriquement ce que c'était que calculer. Shannon, c'est communiquer. Turing, c'est calculer. Ça veut dire quoi mathématiquement faire un calcul? Donc il a fait sa fameuse machine de Turing, un ordinateur abstrait. Il a montré que tous les ordinateurs du monde étaient équivalents, sauf peut-être les machines quantiques qui arrivent, mais en tout cas tous les autres étaient équivalents à cette machine. Et là encore, la vie elle-même, si vous regardez le fonctionnement de la machine à reproduire de l'ADN ou à fabriquer des protéines à partir d'un brin d'ARN, c'est exactement, même littéralement, une machine de Turing avec un programme, c'est l'ADN, une machine qui transforme le programme en résultat, et puis vous avez un polymère ou une protéine qui en sort. Donc, la vie, elle calcule. Nous calculons, nos cellules calculent, les micro-organismes calculent. La Terre est un gigantesque calculateur biologique depuis toujours. Il y a celui qu'on a construit, c'est l'Internet et ses calculateurs basés sur du silicium, et il y a le calcul qui se déroule dans nos cellules biologiques, dans les micro-organismes. Troisième figure tutélaire, le software. Et vous devez connaître, j'espère, Lady Ada Lovelace. Ada Lovelace, alors elle est plus ancienne, c'est il y a 200 ans cette fois-ci. Et elle a, la première, eu l'idée d'une machine qui s'appelait à l'époque, alors c'est Babbage en anglais qui avait la machine analytique en tête, c'est-à-dire un ordinateur mécanique avec des rouages, des engrenages, etc., mais capacité d'avoir un programme et capacité d'exécuter ce programme. Et c'est elle qui a compris que ce qui devait être au départ une grosse machine à calculer pouvait être programmé de n'importe quelle manière. Et elle a dit la machine analytique, alors en français on dirait un ordinateur, il sera capable d'exécuter n'importe quelle suite d'actions que je pourrais lui ordonner. Donc
idéation de la notion de programme par Lady Ada Lovelace. Eh bien, l'ADN de la vie, c'est un programme, je l'ai déjà dit. La vie a des codes, a des enregistrements de programmes. Et donc, vous l'avez compris, la vie communique, la vie calcule, et la vie a un software qui évolue et qui s'enrichit, et c'est le programme. Alors, j'en arrive un petit peu à une vision un peu prospective cette fois-ci du futur de cet Internet ambiant. Là, j'ai pris la planète dans sa dynamique. Alors, ce que vous avez là, c'est les vents, mais ça pourrait être les courants marins. Voilà, vous avez un système où d'ailleurs ces vents et ces courants marins servent à transporter de l'information d'un point à un autre de la planète. Un pollen qui se déplace, c'est de l'ADN qui se déplace, c'est donc de l'information qui se déplace sous l'effet des vents, des courants. Donc, vous avez une circulation de l'information à l'échelle de la planète biologique, soit parce que transportée par les courants, soit parce que les espèces se déplacent, soit parce qu'elles communiquent de proche en proche. Vous devez savoir que des arbres d'une forêt peuvent communiquer l'un à l'autre à travers des émissions de signaux chimiques. Et donc, quand un arbre d'acacia est attaqué par une bactérie ou par un champignon, il communique avec ses voisins et de proche en proche, théoriquement, la forêt peut alerter d'une attaque d'une bactérie ou d'un champignon. Donc cette communication d'être à être à l'échelle de la planète existe depuis longtemps. Et vous avez 3 exemples d'organismes qui existent depuis les plus simples jusqu'à des plus sophistiqués. Petit chiffre, hein, il y a 10 puissance 22 êtres vivants sur Terre, estimation. Curieusement, il y en a à peu près autant que d'étoiles dans l'univers, estimation aussi. Et l'ensemble de cette machine vivante calcule et communique avec une puissance équivalente qui est sans commune mesure avec la puissance de calcul de nos ordinateurs et de notre silicium. Donc, avantage aujourd'hui à la vie en termes de puissance de calcul. Par contre, l'une des grandes différences, ce n'est pas dans la puissance de calcul, c'est dans la rapidité à laquelle l'information circule. Parce que si vous regardez les mécanismes naturels de circulation de l'information, ils sont lents. On ne peut pas envoyer 1 terabit par seconde naturellement entre un point A de la Terre et un autre point B de la Terre. Donc ce qui est fondamentalement nouveau dans l'Internet, dans ce système d'information planétaire, ce n'est pas tant la quantité d'informations qu'il contient, ce n'est pas tant la puissance de calcul qu'il déploie, c'est sa capacité à accélérer la distance et le temps, et donc à accélérer les mécanismes d'apprentissage et donc d'évolution qui sont déjà connus dans le monde biologique. Ça, c'est nouveau. Donc cette information qui se déplace à travers la biosphère, cette planète qui calcule, elle est en fait en train de s'enrichir d'une couche que nous créons, cet Internet ambiant, dont je vous rappelle, les ramifications dans la planète sont de plus en plus nombreuses, de plus en plus lointaines, de plus en plus ramifiées. Et donc cette interaction entre la planète vivante et les objets que nous allons connecter, les capteurs que nous allons connecter, et cet Internet qui va continuer de se déployer, nous amène à cette image d'une coévolution entre le biologique et des calculateurs eux-mêmes capables de progresser avec l'intelligence artificielle. Mais ce qui est vraiment important de comprendre, c'est qu'aujourd'hui, la densité de connexion entre le monde de l'Internet et cette planète est relativement faible. Et que le fait majeur du XXIe siècle et de ce déploiement de toutes ces capacités très très locales de capturer de l'information et d'interagir physiquement avec la planète, mesurer des paramètres et agir sur la planète, c'est quelque chose qui est réellement nouveau. Et de ce point de vue-là, j'ai ressorti une dernière figure tutélaire qui est Darwin. De ce point de vue-là, c'est pas tant la capacité de l'Internet à nous augmenter, nous, qui me paraît intéressante, elle l'est, mais c'est aussi la manière de voir cette planète se transformer, ce système d'information planétaire biologique se transformer. Les ordres de grandeur que je vous ai montrés tout à l'heure en puissance de calcul, puissance de communication, et j'insiste sur la communication, c'est essentiel, c'est un attribut essentiel de notre système d'information planétaire, va changer profondément la manière dont notre planète, organisme évoluant, va continuer d'évoluer dans les années à venir. Voilà pour mon intervention.